L'unité dans la diversité pour nous, c'est la pertinence de réflexion dans la contradiction. Mesdames, Messieurs, patriotiquement, nous vous saluons de partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo où vous avez ce soir l'honneur de nous recevoir chez vous pour le compte de cette grande édition de votre émission, le débat contradictoire. Et aujourd'hui, nous parlerons encore de cette thématique. Nous parlerons de cette thématique qui nous emmène quelque peu en avant. La réélection de Félix Tshisekedi. Quel défi pour le prochain quinquennat du chef de l'État? Ça sera la grande question à laquelle nos invités vont répondre. D'autant plus que vous le savez avec moi, ce processus électoral qui a précédé ce probable quinquennat, on parle encore de probable parce que nous attendons tous la confirmation, bien sûr, des résultats des élections par la Cour constitutionnelle. Tout ce qui a précédé ces élections, leur influence sur la suite des événements et notamment, on en parle, le quinquennat de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et tout ce qui a précédé, vous le savez avec moi, ce sont les contestations. D'une part, l'opposition politique, le camp de Katumbi et associés, qui demande l'annulation des élections sans pour autant passer par la Cour constitutionnelle. D'une autre, l'Église du Christ au Congo et la SENCO, qui demandent à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir donner suffisamment de lumière quant aux irrégularités de ce processus électoral et demandent en outre la publication, comme promis, bureau par bureau. Et pour parler bien sûr de toutes ces questions, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Michel Nawej. Il est enseignant des universités, chercheur en économie numérique, économiste bien sûr, éditorialiste politique, ancien conseiller des ministres du transport et du ministre de l'économie. Avec nous, monsieur Michel Nawej, comme on vient de le dire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, cher confrère et aussi journaliste Jet. Merci beaucoup. Merci de cet honneur que vous nous faites ce soir d'être parmi nous. Évidemment, je sais que ces débats contradictoires sera plus scientifique que politique. C'est pourquoi j'inviterai bien sûr nos téléspectateurs de nous suivre avec beaucoup d'attention. De l'autre côté, il fait partie de cette jeune génération des jeunes qui sont conscients de leur impact et leur influence sur la sphère politique, sociale et culturelle de notre pays. Il est secrétaire exécutif national en charge de la communication et donc porte-parole du parti Cause Commune. Avec nous, Dolph Ndaye, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Jed. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de répondre présent à cette invitation. J'aimerais que vous ouvriez vos boutonnières pour être plus détendu avec votre très belle veste. Je suis détendu, ne vous en faites pas. Je préfère être comme ça au début et je vais ouvrir avec la suite. D'accord. Avec la chaleur qu'il y aura ici. Il n'y aura pas de chaleur parce que vous avez dit que les débats seraient scientifiques. Ça sera plus scientifique que politique. Ça veut dire que ça sera aussi politique. C'est là que ça va chauffer. Politique, oui, mais pas politique politicienne. Si c'est politique avec beaucoup de couleurs scientifiques, je suis d'accord, je suis disponible pour cela. D'accord. Alors c'est parti. Les décors. Je salue également mon co-débatteur, monsieur Michel. C'est un plaisir et j'espère que ça sera un honneur pour moi de partager ces débats avec vous. Très bien. Et donc les décors est planté, monsieur Michel, vous rapprochez votre micro de votre bouche. Une première question. Est-ce que tout ce dont on vient de parler, c'est une question pour vous? J'ai cité les contestations, les demandes de la CENI, bien sûr de la SENCO, devrais-je dire, et de l'Église du Christ au Congo, de pouvoir montrer, publier les irrégularités quant à ce processus électoral. Est-ce que tout cela entache le prochain mandat de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Avant de pouvoir commenter sur les élections, comme je vous avais bien prévenu déjà au couloir, je voudrais ici, après une année que je suis passé à la télévision aujourd'hui, que je parle publiquement, officiellement, une année après l'assassinat lâche de mon mentor Chéribin Okende, c'était un assassinat qui avait précédé les élections. Donc c'était un des événements marquants. C'est très important, c'est très important pour moi. Si vous l'acceptez, monsieur les journalistes, que nous ayons même 5 secondes seulement de rendre hommage à ce grand homme qui a donné de sa vie pour qu'aujourd'hui on parle de ces élections, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été ministre des Transports. Alors, il a piloté, n'est-ce pas, l'action du gouvernement sur la logistique, mais aussi de tout ce qui se passe au niveau de l'action gouvernementale. Je voudrais, si vous le permettez, que nous ayons 5 secondes, n'est-ce pas, pour ne pas abuser de votre temps, pour rendre hommage à ces grands hommes. Comment refuser, d'autant plus qu'on est tous patriotes? Est-ce que Dolph le permet aussi? On va réserver quelques instants. C'est bien accordé. Je pense que l'âme des Chérubins mérite c'est quelques secondes de silence. Bien sûr. Sans commentaire, on se retrouve très rapidement en tout cas.
Voilà, merci. Je pense que c'est la première fois qu'on le fasse et tous nos téléspectateurs se sont tus, je les sens, des par chez eux où ils nous reçoivent pour le compte de ces programmes. Alors revenons sur le vif du sujet. Merci beaucoup parce que vous parlez des élections. Je pense que les élections se sont déroulées dans ces pays, n'est-ce pas, de manière très calme. Okay. C'est pour la première fois que dans ces pays, nous avons des élections, en tout cas apaisées. Moi, j'ai eu le temps de pouvoir analyser tout ce qui s'est passé jusque-là. Alors, s'il faut parler de difficultés qui avaient émaillé ces élections, je pourrais au moins épingler, n'est-ce pas, l'aspect lié à la logistique, au déplacement, mais aussi au déploiement des kits électoraux. Mais dans l'ensemble, s'il faut analyser les élections en RDC, les élections du 20 décembre dernier, en tout cas, c'était des élections très apaisées, mais aussi inclusives, parce que pour la première fois, il y a un candidat le plus redoutable de tous les régimes. Ici, je rends hommage au candidat de l'opposition, Moïse Katumbi, qui a été, n'est-ce pas, aligné pour la première fois de sa vie à être candidat président de la République, parce qu'on sait que dans les régimes précédents, il n'avait pas eu cette chance-là d'être candidat. Mais au moins pour une fois, la CENI... Est-ce qu'on devrait se féliciter parce que quelqu'un a joui de ses droits? Bon, on félicite parce que c'est la démocratie qui vit. La démocratie qui vit. Moi, j'aimerais que vous continuez. Nous savons... Oui. Bien sûr, sur ce commentaire autour des élections. Oui, justement, parce que ça fait partie des élections. Ça fait partie des élections. Parce que ce n'est que la conséquence. Tout ce qui a précédé, tout ce que nous analysons aujourd'hui, on ne devait toutefois pas le passer outre. Vous savez que les candidats aujourd'hui qui réclament, n'est-ce pas, la transparence des élections, devaient aussi tenir compte de cet aspect des choses. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas eu élection alors qu'on a été candidat dans ces élections-là. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas eu élection alors qu'on a revendiqué, n'est-ce pas, la victoire pendant que la CENI n'avait pas encore publié. Donc, de manière brève, je pourrais dire que les élections dans l'ensemble se sont bien déroulées et dans la quiétude notamment, mais aussi dans la paix. Mais et les Congolais ont quelque part, vous avez voulu parler de ce problème logistique. On vous a suivi avec beaucoup d'attention. Okay. Problème logistique, de quoi est-ce qu'il était question? On veut vraiment que vous continuiez avec votre réflexion. Je pourrais dire ici par rapport à ces problèmes logistiques, on a tout de suite compris que bien que la CENI a montré sa bonne foi, n'est-ce pas, de pouvoir tenir les délais constitutionnels, bien qu'on ait d'organiser les élections quelques jours après. Oui, mais c'est quand même un écueil à soulever aujourd'hui que nous avons eu pour la première fois les élections pendant 7 jours. D'accord. Ce qui n'est pas positif, ce n'est pas prévu dans la loi électorale. Ce n'est pas prévu dans la loi, mais moi j'ai fait foi. Vous parlez d'élections apaisées ou vous parlez d'élections crédibles pendant que vous soulignez vous-même qu'il y a eu Je parlais de l'inclusivité, n'est-ce pas? Je parlais du fait que les élections étaient apaisées. Mais aussi sur le plan de soulever les écueils ici par rapport à la logistique, par rapport au déploiement des kits. Ici, il faut parler des élections par rapport au droit, n'est-ce pas, électoral. Il faut voir les élections dans l'ensemble du territoire national. Si, bien sûr, on a parlé des problèmes de déploiement des kits, mais ce n'était pas posé sur l'ensemble du territoire. Il y a aujourd'hui de villes ou de territoires, parce que la RDC, quand même, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est vraiment un continent, n'est-ce pas, au niveau même de l'espace européen. Alors, ce déploiement-là, bien qu'il y avait eu des difficultés, mais ça ne pouvait pas entacher la crédibilité des élections. Okay. Ça ne pouvait pas entacher la transparence des élections. Alors, il faudrait évoquer quelques aspects qui ont, n'est-ce pas, mis à mal ce processus, justement, c'est par rapport au déploiement, mais aussi par rapport à la sécurisation de certains agents de la CENI. Parce que vous avez vu comment est-ce que les machines se sont retrouvées entre les mains peut-être de certains candidats. Ce sont des choses à déplorer. Et si on pouvait déplorer ces choses-là, c'est parce que ces kits électoraux, mais aussi ces agents, n'est-ce pas, de la CENI, n'ont pas vraiment été sécurisés. Peut-être que certains kits ont été, n'est-ce pas, confisqués par ces agents, ou alors il y a eu ces deals-là avec certains agents avérés qui ont été corrompus, justement, pour mettre à la disposition de certains agents les kits électoraux. Parce que certains candidats. Certains candidats, voudrais-je dire. Si aujourd'hui, et j'évoque cet aspect des choses, parce que chez moi à Lukunga, je suis de la circonscription de Lukunga, il y a eu des choses qui se sont passées, des choses étranges, parce qu'il y a eu des candidats,
parce qu'aujourd'hui, ils sont mandataires publics, ils sont ministres, alors ils se sont accaparés des machines. C'est ce que même la Senko a soulevé comme irrégularité. Alors moi, ici, je pourrais dire, au-delà du fait qu'au niveau de la circonscription de Lukunga, il y a eu des candidats qui se sont accaparés de certaines machines à voter, mais il y en a eu aussi des candidats honnêtes. C'est ici pour moi le lieu d'affirmer qu'il y a quand même eu des candidats honnêtes. Je peux donner un exemple de candidats comme Gilles Banzemoulongo au niveau de la circonscription de Lukunga. C'est un candidat qui n'est pas mandataire public ni ministre, mais il a fait des voix. Il a fait des voix étranges. Et là, c'est un aspect à soulever pour dire ici que dans l'ensemble, les élections se sont bien passées. Mais on pourrait toutefois reconnaître qu'il y a eu des failles ici et là. Très brièvement, avant bien sûr de donner la parole aussi à votre co-débatteur, Monsieur Michel Naouej, est-ce que vous ne pensez pas que ces irrégularités méritent vraiment son pesant d'or jusqu'à annuler carrément le processus électoral? Vous avez reconnu vous-même ces irrégularités. On ne va pas revenir sur ça pour gagner les temps. Est-ce que vous ne pensez pas que les camps d'opposition a raison de demander l'annulation carrément de ces scrutins? Donc, à cause de tout ça, bien sûr. Des scrutins, moi je pense que c'est vraiment un débat très scientifique. Il faudrait ici relever que dans le droit électoral, n'est-ce pas, la présomption de validité est de mise. Quand on organise les élections, ces élections sont censées être validées. Et si on ne valide pas ces élections, cela veut dire qu'on doit pouvoir opposer cette validité à des preuves d'irrégularité ou de fraude. Alors ici, il faut aussi épingler la différence entre les irrégularités et la fraude. Voyez? Mais quand vous dites qu'on a retrouvé certains... Et si on se retrouve dans cette cacophonie où on a des candidats de l'opposition qui mélangent, vous voyez, c'est méli-mélo de dire fraude et irrégularité, alors tout de suite, il faudrait annuler les élections sans pour autant amener des preuves. Ce sont des preuves ici, parce que quand je parle des irrégularités, ça incombe à la CENI, n'est-ce pas? Quand on parle de fraude, ça incombe à un candidat. Et s'il y a des candidats qui se sont livrés à ces pratiques de fraude, il faut tout de suite les sanctionner, comme d'ailleurs a été mentionné dans les recommandations de la CENI. On peut sanctionner des candidats qui se sont retrouvés dans cette flagrance-là. Très bien. Alors, il faut tout de suite dire que c'est impossible, pratiquement impossible, que sur le plan d'une simple rimère ou clameur publique, qu'on dise qu'on va annuler les élections, sans pour autant de pouvoir faire un défi, de pouvoir prouver que ces élections ont bien été émaillées de ce qu'on peut qualifier de faits, n'est-ce pas, qui pourrait pousser la Cour constitutionnelle à annuler ces élections. Très bien, vous avez pris tout votre temps. On va maintenant écouter Dolph Ndaye. Rapidement, votre co-débatteur vient de dire que c'est pour lui ces élections se sont passées en bonne et due forme, les élections les plus calmes, bien qu'il est quand même revenu. Il ne le voulait pas, on sentait qu'il était un peu timide pour parler de ça, mais il a fini par reconnaître certaines irrégularités quant à ces scrutins. Est-ce que vous partagez le même avis? Bon, écoutez, M. Djed, les élections de décembre 2023 ne sont pas des élections parfaites. Il faut d'abord, je voudrais d'abord commencer par reconnaître la volonté politique du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la conscience et la volonté professionnelle du président de la CENI, Denis Kadima. Parce que vous savez, nous ici au Congo, on a pris la mauvaise habitude de nous habituer avec des personnes qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas les lois, encore moins les textes. Être au premier mandat de Félix Tshisekedi et observer que les élections ont été organisées dans les délais constitutionnels, pour moi, c'est un grand défi qui a été relevé. Ça prouve à suffisance que M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui respecte les textes, et M. Kadima, c'est quelqu'un qui a une conscience professionnelle. Il a travaillé pour que les élections aient lieu. Alors, parlons justement des caractéristiques des élections. Avons-nous eu des élections apaisées? Oui, parce que regardez comment les élections se sont déroulées. Très bien, sur ce point-là, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, c'est des élections apaisées. Allons-y. Parce que, comme M. Michel le disait, pendant les élections, après les élections, pendant la proclamation ou encore la publication, je vais le dire ainsi, des résultats provisoires même de le présidentiel, vous avez constaté combien de chaos ou encore combien de désordres sur la ville. Il n'y en a pas eu. Ça veut dire que les Congolais ont justement compris que c'est qu'ils sont allés faire le jour du scrutin, c'est qu'ils sont allés faire dans les bureaux de vote, c'est qu'ils vont se faire dans les urnes, c'est ce qui a reflété au niveau des résultats. Les élections étaient donc apaisées. Est-ce que ces élections étaient inclusives? Bien sûr. Qui a réclamé qu'on ne lui a pas permis justement de jouir de ses droits, d'être candidat, s'il celui-ci remplit bien sûr les conditions. Moïse Katumbi, qui par le passé, vous le savez, il a été empêché de candidat. Cette fois-ci, il a été candidat. Prix Nobel de la paix de Denis Mukwege a été candidat. Martin Fayulu. Donc tous les candidats. Tout celui qui a manifesté la volonté de partir.
La CENI a eu le temps de traiter les dossiers et comme on a compris qu'il avait il remplissait justement toutes les règles, il avait tous les éléments du dossier avec lui, il était candidat. Et comment ces gens-là ont passé leur campagne? On a empêché personne de débattre campagne. Vous avez vu comment les candidats étaient partout, à part ceux qui n'avaient pas le moyen, ceux qui étaient juste à Kinshasa et dans des forums et des conférences. Mais tout le monde qui avait la possibilité de partir battre campagne a bâti campagne. Parlons justement de la crédibilité de ces élections. Mais écoutez, les élections ont été crédibles. Les élections sont crédibles parce que ce sont des Congolais qui sont allés voter. Nous, Congolais, avons voté. La majorité a. Je rappelle, M. Michel, vous n'avez pas à l'écouter comme des paroles d'évangile. Hein. Quand vous avez un avis à émettre pendant qu'il parle, vous avez le droit de le faire avec politesse. La majorité a voté les numéros 20, Félix Tshisekedi. Nous avons remarqué le jour de la publication des résultats provisoires par la CENI. Vous avez combien les peuples congolais étaient contents. La population de par toutes les 26 provinces, la population était contente. Nous vous attendons dans les irrégularités qu'il a relevées. J'y arrive. Allons-y. Donc les élections étaient donc crédibles. Parlons alors de ces élections parce que je l'ai dit dans mon introduction que les élections n'étaient pas parfaites. Donc, il y a eu quelques imperfections, justement, que d'abord, les patrons de la CENI ont reconnu. Vous avez l'air de minimiser ces imperfections. Je ne minimise pas des imperfections. Retrouver quand même, vous êtes d'accord avec moi, que retrouver des bulletins des votes. Mais permettez-moi de développer. Allons-y. Donc, j'y arrive. Les patrons lui-même de la CENI ont reconnu ces irrégularités. Parce que moi, je ne vais pas essayer de me voiler la face, encore moins naviguer dans la complaisance. Je dois reconnaître qu'il y a eu quand même quelques désordres. Je vais même dire beaucoup de désordres. Mais ces désordres n'ont pas favorisé les fraudes. Non. Ces désordres étaient dus, comme mon collaborateur le disait, au retard justement du déploiement des kits. Vous savez avec moi que la CENI a eu quelques insuffisances au niveau de la logistique. La CENI l'a reconnu. Mais les gouvernements, avec toute la volonté que nous le reconnaissons, le président de la CENI, avec tout son bureau, avec la volonté que nous le reconnaissons, ils ont mis en place tout ce qu'il fallait faire pour que les kits soient déployés de par toutes les 26 provinces. Les élections ont eu lieu le 20. Et s'il y a eu cette prolongation, c'est justement par rapport à la soif que les peuples congolais avaient de voter. Michel Dawei vient de parler bien sûr de 7 jours de prolongation, ce qui n'est pas dans la loi électorale quand même. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit alors? Vous ne pouvez pas empêcher. Ce n'est pas une irrégularité. Vous ne pouvez pas empêcher un Congolais qui veut jouer de son droit de vote et vous dites qu'il ne veut pas voter parce qu'on n'a plus le temps. Non. Ne faites pas ça. Vous connaissez combien des millions de Congolais avaient l'envie, je vais pas d'abord de l'envie, avaient l'envie de voter. Est-ce que vous connaissez combien des Congolais voulaient justement affirmer leur choix, qui est celui du numéro 20? C'était des millions de Congolais. Donc à ces gens-là, vous n'allez pas dire rentrer à la maison parce qu'on n'avait plus le temps, non. Vous savez, la CENI a manifesté une grande volonté, qui essaie même d'innover par rapport à l'énergie qui permettait justement d'alimenter les kits et autres. Ils utilisaient l'énergie solaire. Et cela demandait en quelque sorte, vous connaissez avec toutes les conditions météorologiques, ça demandait un peu quelques stratégies, mais vous savez, on apprend toujours d'expérience. Je crois qu'ils ont eu à mal s'y prendre, ils se sont mal pris par rapport à cette appréciation technique et autres. La CENI a appris de ses erreurs, je crois que ça va le faire. Mais ce ne sont pas ces petites insuffisances qui vont en faire en sorte que les élections soient annulées. Non, les élections ont connu des irrégularités, comme les grandes élections comme dans certains pays développés. Nous sommes en voie de développement. Certains pays développés connaissent aussi des élections qui connaissent des irrégularités. Mais au niveau des fraudes, je ne pense pas qu'il y ait eu fraude. S'il y en a eu, oui, ceux qui ont vu ces fraudes, qui en ont des preuves, il a reconnu. C'est pourquoi je l'ai dit. Ceux qui ont vu ces fraudes, ceux qui en ont de preuves, voilà, il y a une instance habilitée pour recevoir ces fraudes qui aura le temps de les traiter et voir quelles décisions prendre. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle. Tous ceux qui pensent qu'il y a eu fraude, qui détiennent de preuves, la Cour constitutionnelle existe. Ils n'ont qu'à aller se présenter à la Cour constitutionnelle avec toutes les preuves à leur possession. Je crois que nous avons des juges responsables et professionnels qui vont très bien faire leur travail. Très bien. Alors on avance. La question, la grande, tout autour bien sûr de ce débat, était quel impact tout cela, toutes ces contestations, c'est vrai, vous avez reconnu, vous deux, qu'il y a eu quand même des irrégularités, ces élections n'ont pas été parfaites. Quel impact cela peut-il avoir sur le prochain quinquennat de Félix Tshisekedi s'il arrivait bien sûr à obtenir la validation des résultats de la CENI, bien sûr par cette cour? Bon, moi je pourrais dire ici, j'apprécie les observations de mon co-débatteur qui m'a rejoint justement sur tout ce que nous sommes en train de dire ici. Je pourrais tout de suite dire par rapport aux impacts, les impacts seront pris en compte dans notre manière de faire, n'est-ce pas, pour les prochaines élections. Vous voyez, si aujourd'hui nous relevons les failles, c'est pour que le Congo en sorte grand. Nous ne sommes pas là pour analyser les choses de manière complaisante. Nous avions dit ici, n'est-ce pas, en tant que scientifiques, ce n'était pas, n'est-ce pas, vraiment facile pour nous de cautionner que les élections se déroulent pendant 7 jours, ce qui n'est pas prévu par la loi. Mais
on a compris. Là, Dolph. C'est ce que j'ai dit. a dit- C'est ce que j'ai dit. Moi, je reste scientifique. Ok. Je reste scientifique et j'ai une certaine façon d'analyser. Pour lui, il fallait la donner à politique. tout le monde le temps de. J'ai de une voter, certaine- même au-delà du. J'ai une certaine Au-delà de expérience. quel délai, il faut qu'on se positionne justement. On parle de quel délai ici? S'il vous plaît. J'ai une L'élection était prévue certaine. pour un seul jour. La loi prévoit que les élections doivent se dérouler en un seul jour. Ok, Et qu'est-ce qui s'est d'accord. passé par la suite? Alors, ce qui est vrai, c'est que la CENI a évoqué les difficultés qui n'avaient pas permis que cette élection se fasse en un jour. Ok. On prend ces difficultés, mais on ne remet pas en cause ce que prévoit la loi. D'accord? Très bien. Il faut rester droit dans ses bottes Oui. quand on analyse. Mm. Parce qu'on s'est dit, politiciens, on s'est dit, jeunes, on voudrait que les choses changent. Mhm. On ne peut pas ici dire des choses parce que sinon on serait confondu à ce qui se raconte dans la rue. Nous disons ici que nous avons relevé que le fait que les élections se sont déroulées en 7 jours, ce n'est pas une belle expérience. Mhm. Sinon, on risque de rentrer dans ça, ça risque d'être comme une jurisprudence. Une jurisprudence malheureuse, ce qui ne sera pas bien. Alors, la CENI a évoqué des problèmes logistiques, ce qui l'a poussé à pouvoir étendre cette élection-là jusqu'à 7 jours. Mais il faudrait alors ici voir, est-ce que cette manière de pouvoir étendre cette élection pouvait avoir des impacts négatifs sur les résultats qui ont été publiés par la CENI? Je pourrais dire non. Je pourrais dire non parce que... Parce que là, vous dites non, je voudrais rapidement, si vous le permettez, glisser quelque chose. Il y a le camp de Moïse Katumbi, pour parler de lui, il dit, le premier jour des élections, comme c'est prévu par la loi, eux, ils étaient gagnants. Avec les PV des bureaux de vote qu'ils avaient, ils ont eu une certaine avance. C'est quand on a repoussé à plusieurs jours, c'est que les résultats ont changé. Moi, je pense que les tendances des élections ont commencé depuis le lendemain même du vote. Le 21, on avait déjà eu les tendances, notamment dans la diaspora. Et on avait vu le résultat que les numéros 20 avaient ratissé large. Ok. C'est M. Tshisekedi qui avait été voté. Moi, j'aimerais que l'on considère toutes ces irrégularités. Et c'est ça l'essence de la question. C'est là où je dis, Mm. en prenant ces irrégularités ou en évoquant ces irrégularités, nous ici, nous ne prenons pas la posture de dire que ces irrégularités devaient avoir un impact sur l'annulation des élections. Un impact négatif sur la sanction même qu'on a donnée à un candidat qui s'est démarqué largement des autres. D'accord. Donc, le fait qu'il y a eu des irrégularités, le fait pour nous de relever ces irrégularités, c'est parce que nous voulons que la Cour constitutionnelle se base justement sur les élections législatives, parce qu'au niveau de la présidentielle, il n'y a pas eu ces cas d'irrégularité sur toute l'étendue du territoire. Parce que la circonscription du président de la République, C'est le tous les territoire pays, national. n'est-ce pas? C'est tous les pays. Mais ces irrégularités qui ont été constatées, même s'il y a eu des fraudes, parce que le président de la CENI l'a reconnu, parce qu'un Quand on parle de fraude, s'il vous plaît, il est un peu sceptique. c'est là où je dis, il faudrait d'abord savoir la perception qu'on a des mots. Parce que la compréhension, même le syllogisme pour former un raisonnement, n'est-ce pas, ou une réflexion, il faut comprendre le sens de chaque mot. Je dis ici qu'il y a eu fraude et il y a eu irrégularité. Okay. Alors, s'il y a eu fraude, je dis, un candidat qui s'est fait taper 2 machines à voter, n'est-ce pas? Il est en train de frauder parce qu'il est en train de fabriquer des résultats à sa faveur. Et ce genre de candidat, tout de suite, la CENI va pouvoir le déférer devant la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, le président de la CENI a dit qu'il y aura des résultats qui seront annulés dans certaines circonscriptions. Okay. N'est-ce pas? Il y aura des candidats qui seront sanctionnés dans certaines circonscriptions. Donc, si, par exemple, pour le cas de la circonscription de Lukunga, où je vous avais dit, parce que moi, j'ai été directeur de campagne de M. Gilles Banze Moulongo, qui a été candidat au niveau de la circonscription de Lukunga, vous savez que ce candidat n'est même pas mandataire, il n'est pas ministre, mais les voix qu'il a eues, c'est pour dire ici quoi? Parce qu'il y a eu aussi des candidats honnêtes. Il y a eu des candidats honnêtes, et ces candidats honnêtes ne pouvaient pas être sacrifiés, qu'on annule les élections, pendant qu'il y a eu des candidats qui se sont bien fait, travaillé. n'est-ce pas, qui ont bien travaillé sur le terrain. Justement, d'où l'essence de cette question. J'aimerais qu'on y prête beaucoup d'attention, monsieur Michel, très rapidement. C'est des élections que découlent les prochains animateurs des institutions. On va parler du Parlement, bien sûr, de la présidente de la République et même du gouvernement. Maintenant que
ces élections soient entachées de ces irrégularités que vous avez, vous deux, reconnues, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut avoir un impact négatif sur les 5 prochaines années? Mais revenons sur les seuils. Je pense que j'en ai parlé plusieurs fois et je suis revenu sur ça pour dire ces irrégularités n'entachent pas, n'est-ce pas, la crédibilité du processus. Et donc n'entacheront même pas la gestion du pays pour les 5 années. C'est qu'aujourd'hui, vous avez vu comment Ségolène Royal la France a contesté les résultats de Nicolas Sarkozy. Vous avez vu Hillary Clinton, comment il a contesté les résultats de Donald Trump. Mais ça n'avait pas entaché la suite du processus. Et aujourd'hui, si nous avons des animateurs qui seront, n'est-ce pas, qui seront sortis de ces processus, qui globalement, n'est-ce pas, est validé par la Cour constitutionnelle, je ne trouve pas qu'il y ait des convénients de pouvoir reconnaître la légitimité de ces animateurs-là. Ok, très bien. Alors, Delph, il y a un avis à mettre sur les propos. Je reviens sur les questions que vous avez posées. Il y a des questions. Je commençais par la première pour savoir l'impact que ces irrégularités auront justement sur le prochain quinquennat de Félix Tshisekedi. Je vais commencer par une chose. Au soir du 20 décembre, il y a des candidats de l'opposition, au lieu de comprendre que la CENI avait prolongé le jour des élections et mobilisé justement remobiliser parce qu'ils l'avaient déjà fait. Remobiliser justement leurs partisans ainsi que leurs électeurs ou que leur électorat pour qu'ils aient encore voté. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont eu qu'on annule les élections. Alors qu'au soir du 20 décembre, la CENI n'a pas joué au despote. Non, la CENI a fait recours au texte pour justement publier une décision que justement annonçait la prolongation du jour des votes. Pendant ce temps-là, il y a d'autres candidats malins, confiants et objectifs, ambitieux qui ont continué le travail sur le terrain. Ce n'était pas encore le travail de la campagne, non, c'était le travail des rappels. Les élections continuent, les jours des votes sont encore là et allez-y voter parce que nous devons gagner. Et pendant ce temps-là, d'autres candidats, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, les élections doivent être annulées. C'est même l'une des causes de leur échec. Parce que les élections continuent pendant 2 jours, 3 jours, même 7, même si on ne va pas l'encourager, comme disait M. Michel. Mais pendant ce temps, les Congolais allaient voter. Les Congolais votaient qui? Ils votaient justement les candidats qui étaient toujours prêts, les candidats qui leur rappelaient justement, écoutez, nous avons un projet, nous avons une ambition, nous avons une vision que nous devons justement faire avec le Russie en RDC. C'est la première des choses. La deuxième chose, quel est l'impact que ces réalités auront justement sur les quinquennats? Mais écoutez, nous sommes entre 73% et 18%. Vous voyez l'écart? Nous devons justement être dans un calcul mathématique. Savoir s'il y a irrégularité. Est-ce que les irrégularités ont un impact sur les chiffres? C'est la première question qu'on doit se poser. Non, les irrégularités n'ont pas un impact vraiment je peux dire évident ou conséquent sur les chiffres. Okay. Ce qui peut avoir des conséquences. Vous êtes d'accord? Les irrégularités peuvent avoir un impact sur les chiffres s'il y a eu des preuves de ces irrégularités. Bien sûr, parlons plutôt des fraudes. Parlons des fraudes qui auront un impact. S'il vous plaît. Les irrégularités dont il est question. Monsieur Michel, les irrégularités dont il est question. Vous permettez que je finisse sinon. Si l'opposition reconnaît que cette prolongation n'avait été bénéfique pour Tshisekedi, il faut le prouver. Vous voyez? C'est que vous avez dit. Je dis qu'ils n'ont pas reconnu la prolongation. Ils n'ont pas voulu continuer la compétition. Le problème de l'opposition, c'est juste ce que vous dites là, ce sont des faux fuyants. Ouais. Vous voyez, ce sont des faux fuyants. Mais je dis ici, si au-delà de tout ce que nous décrions, parce que nous déplorons le fait que dans une élection, une opposition qui s'est dit victime, n'est-ce pas, de la fraude ou des irrégularités, devait prouver devant les instances judiciaires. Je pense qu'il y a une question nécessaire. C'est comme ça qu'on regrette le fait que, on regrette le fait que, on regrette le fait que, aujourd'hui, il n'y a pas eu de candidats d'opposition qui sont allés, n'est-ce pas, contester. Je ne voudrais pas qu'on aille dans tous les sens. Il y a une question importante que je voudrais que l'on se pose. Est-ce que le fait que les élections puissent avoir lieu, les votes soient prolongés les 7 jours, est-ce une irrégularité? Mais oui, c'est une irrégularité. Par rapport à quoi? Parce que ce n'est pas prévu par la loi électorale. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au soir du 20? Qu'est-ce que la CENI a? Parce que vous-même, vous l'avez dit, la CENI a fait montre des insuffisances logistiques. Elle a demandé, elle a même publié une décision pour dire, écoutez, par rapport à telle insuffisance, mais nous sentons dans les chefs de la population cette soif et même cette entrain de partir voter. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sollicitons une prolongation de 7 jours. Et ils ont eu à pour publier justement cette décision. Non, moi je suis revenu pour dire, parce que c'est quand même quelque chose de très important, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Quand vous avez dit que les irrégularités ne peuvent pas être quantifiées. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit nous sommes entre 73% et 18%. Je ne pense pas que les conséquences de ces irrégularités auront un impact conséquent. Je dis bien un impact conséquent sur les chiffres.
Je ne pense pas. Nous appelons l'opposition. Minimiser ces impacts Je négatifs. ne les minimise pas. Nous avons minimise appelé pas l'opposition, justement, l'opposition qui boycotte, n'est-ce pas, ou alors qui demande, sollicite l'annulation de ces élections, de pouvoir venir prouver, justement, Donc, pour vous, de manière chiffrée. Parce que s'il arrivait à j'ai dit prouver, ceci. cela pourra avoir un impact. Mais déjà, l'opposition n'a pas déposé les recours. C'est déjà devenu une Le- page il y a- tournée il y a parce quelques- que il y a des quelques- candidats. le- Il y a des parce que quelques- justement parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Quelques acteurs de cette opposition, justement, ne croient pas en la Cour constitutionnelle qu'ils fustigent jouer le jeu Bon, de Kadima ces mêmes en faveur acteurs- de Tshisekedi. Ces mêmes acteurs qui ont cru à cette même Cour constitutionnelle quand on a validé les candidatures des opposants. Il y a eu des opposants ici qui n'attendaient que la décision de la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée dessus, ils avaient acclamé. Donc ici, ce qu'on dit souvent, quelqu'un qui est dans une position de faiblesse, ou alors vous reconnaissez tout de suite que vous n'avez pas été à la hauteur de pouvoir faire face à Tshisekedi, ou alors vous reconnaissez les conclusions de la CENCO, parce que la CENCO a fait des conclusions, des observations, et la CENCO est arrivée à la conclusion de dire que ces irrégularités ne pouvaient pas, n'est-ce pas, avoir un impact sur les candidats ou les résultats qui avaient été publiés par la CENI. Vous savez, Alors, on avance. ici au Congo, on a toujours cette mauvaise compréhension de l'opposition politique. On pense qu'être opposant, c'est tout va en noir et s'opposer tout le temps, même tout ce qui va. Vous savez, les opposants congolais n'étaient pas prêts à cette élection. Parce que la première des choses, si vous remarquez bien, beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas qu'il y aurait élection justement le 20 décembre. Ce qui a fait qu'il y avait une grande impréparation dans les chefs de l'opposition. Mais il y a eu élection. Et voilà ce que je vous l'ai dit ici. Au soir du 20, on a encore prolongé les autres élections. Il n'était toujours pas prêt. Après les élections, ils viennent encore réclamer autre chose. Mais s'il vous plaît, à quoi servent les missions d'observation? Nous avons eu des observateurs, tant internationaux que nationaux, qui ont justement donné leur point de vue, encore, qui ont rendu public leurs rapports par rapport à ces élections. Ils vous disent qu'il y a un candidat qui a eu plus de 50%. Nous l'avons vu. Justement, il y a un candidat qui a même plus de 70%. Il y a un 73%. Donc, ce qui veut dire que les opposants n'étaient pas prêts pour ces élections. Cela se justifie d'abord par les moyens qu'ils ont investis dans leur campagne. Cela se justifie par les scores que nous avons justement récoltés de ces élections. Que les résultats de Félix Tshisekedi ne puissent pas nous faire comprendre que nous, opposants politiques, nous devons toujours continuer à nous contenter de l'insuffisance. Non, nous devons toujours prendre les choses au sérieux. Et il y a possibilité que dans ces pays, que les choses s'organisent toujours dans les délais constitutionnels. Les élections se sont organisées. Prochainement, je crois que cela va servir de leçon. En 2028 doivent comprendre qu'il y aura élection. Et tant qu'il y aura élection, ils doivent se préparer. Par rapport à ce que je disais ici, l'impact des irrégularités sur justement les résultats, encore les scores que les sociétés qui a eu lors de ces élections, écoutez, on doit les prouver bien sûr, mais on va les prouver sur base de quoi? Parce que, les observateurs ont encore même leurs témoins les reconnaissent. Et prenez le temps de discuter avec certains témoins, des opposants, ils vont dire que on n'a pas été très bon sur le terrain. Les jours des votes, nous n'avons pas eu à récolter beaucoup de voix dans les bureaux des votes. Justement parce que Justement parce que s'ils avaient des preuves, n'est-ce pas, de ces irrégularités pour entacher, n'est-ce pas, les chiffres qui avaient été publiés, s'ils avaient des preuves, c'est là où nous disons ici. Non, je pense qu'il y a un souci. Les preuves sur les fraudes et non sur les irrégularités. Parce que les irrégularités sont connues. Nous en avons évoqué avec vous ici. S'il vous plaît, j'ai dit ici, dans cette différence entre les irrégularités. Parce que quand on dit les votes s'est étendu dans 7 jours. C'est une irrégularité. Mais il faut voir cette irrégularité, s'il vous plaît. J'avais dit ici que les irrégularités n'incombaient pas aux candidats. Il faut faire la part des choses. Les irrégularités constatées ne peuvent pas incomber sur les candidats. Donc, les candidats, Tshisekedi a gagné les élections, d'accord? Et vous avez dit qu'il y a eu des irrégularités. C'est à la CENI de répondre. C'est à la CENI de répondre. Et c'est vous qui devez venir avec des preuves pour dire que les 7 jours-là, c'était seulement pour... c'était seulement en faveur de Tshisekedi. Il faut prouver. Le bourrage des urnes. C'est ça. S'il y a eu bourrage des urnes, il faut prouver qu'on a bourré les urnes en faveur d'un candidat. C'est là où j'ai dit, c'est que les opposants, même au-delà de 7 jours, ils n'ont pas trouvé qu'il y a eu bourrage en faveur de Tshisekedi. C'est là où moi, je conclus par dire qu'au niveau de la présidentielle, parce que c'était une circonscription nationale, n'est-ce pas, l'opposition ne se retrouvait pas avec de preuves. Parce qu'il n'y avait pas de preuves, donc ce n'était pas important, n'est-ce pas, de se rendre à la Cour constitutionnelle au risque d'être ridiculisé. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans les élections passées. Alors, on est d'accord, Dolph, ça marche.
Mais vous allez chercher les preuves où tant qu'il n'y a pas eu d'effet de fraude. Il n'y a pas eu fraude, il n'y a pas de preuves. Parce que s'il y a eu fraude, il va y avoir des preuves. Ils n'ont pas de preuves, donc on continue. Avançons. Alors, parce qu'on en parle, on parle bien sûr de ces défis qui attendent Félix Tshisekedi au sortir de ces élections. Dans cette configuration dans laquelle on s'est trouvé, dans laquelle bien sûr on a voté, vous avez reconnu même les démocraties les plus vieilles et les plus assises, on rencontre aussi des irrégularités lors de leurs processus électoraux. Alors, parlons bien sûr de 5 prochaines années. On va aller très rapidement avec les 15 petites minutes qui nous restent. Alors, quels défis attendent Félix Tshisekedi? J'aimerais cette fois-là commencer avec Dolph Ndaye. Non mais écoutez, messieurs. Considérant bien sûr les élections desquelles nous venons de sortir. Non, en considérant les élections auxquelles nous venons de sortir, c'est d'abord une grande manifestation de la volonté du peuple congolais de renouveler sa confiance à M. Félix Tshisekedi, qui sera encore président, voulais-je dire, durant les 5 prochaines années. Nous attendons beaucoup de lui parce qu'il a manifesté une grande volonté durant les premiers quinquennats. Là, on sait que nous attendons beaucoup plus de lui. Je crois que c'est les défis, qui n'est même pas les défis, mais les défis du peuple congolais, avec le gouvernement qui va justement nous accompagner par rapport à cela, c'est les défis sécuritaires. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu élection, mais reconnaissant qu'il y a eu quelques contrées du pays où il y a qui n'ont pas voté. Justement, c'est leur droit. Nous avons dit que tout Congolais a le droit de voter, mais nous avons accepté que suite à quelques soucis sécuritaires, ces Congolais ne peuvent pas voter. Mais ne continuons pas comme ça pour qu'en 2028, qu'on vienne encore nous dire, mais écoutez, là, maintenant, c'est au Sankoro, là, maintenant, c'est, je ne sais pas, à la province de Chopo, où les gens ne peuvent plus voter. Non. Nous devons justement travailler sur la question de la sécurité. Et ce qui me rassure, c'est la volonté qui est faite entre le président de la République sur la question de la sécurité. Je crois qu'il va encore travailler beaucoup plus sur cela avec un gouvernement responsable qu'il aura. L'autre aussi, on doit les reconnaître, c'est d'abord les pouvoirs d'achat. On doit aussi parler économie, on doit parler social. Pendant les 5 dernières années, on a remarqué une grosse flambée du taux de change sur le marché congolais. Ce sont des chantiers sur lesquels les présidents travaillent déjà, parce qu'on doit reconnaître que les premiers mandats du président de la République n'est pas vide, parce il fait preuve de beaucoup de chantiers qui ont été lancés. Ce n'est pas ce qu'on a dit, on va essayer de rester plutôt dans nos propos, on parle plutôt d'avenir et de 5 prochaines années, évidemment. C'est pourquoi je l'ai dit, il y a des chantiers qui ont déjà été amorcés. Et quand quelqu'un commence quelque chose, si vous l'accordez à un second mandat, soyez rassuré qu'il va continuer avec cela. Ça veut dire que par rapport à la question de l'économie, les efforts vont continuer à être fournis pour que nous ayons une économie forte, parce que nous en avons les possibilités. Et par rapport au pouvoir d'achat, comme je le disais, je crois que les Congolais ont compris, il y a eu justement beaucoup d'instabilité par rapport au taux d'échange, vous l'avez dit avec moi. Mais écoutez, les efforts vont continuer à être fournis pour que nous y arrivons. Il y a encore une autre question très importante, c'est la question de l'infrastructure. Aujourd'hui, vous avez combien de belles infrastructures continuent à faire éclore dans ces pays. C'est la prouve suffisante que les 5 prochaines années, nous aurons de très belles infrastructures, nous aurons des édifices qui vont justement prouver que notre grandeur à la face du monde. Je crois qu'il y a encore la question de l'éducation, parce que ce qui me plaît, c'est cela. Et moi, j'accorde une grande importance à l'éducation, parce que je me dis qu'un peuple éduqué, c'est un peuple qui est capable de faire beaucoup de choses. Le président a donc compris qu'il fallait la gratuité au niveau de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, ainsi que nos petits frères et autres étudient gratuitement au niveau primaire. Il a dit que lors des 5 prochaines années, nous aurons encore la gratuité au niveau secondaire. Je crois que c'est une grande promesse. Moi, j'attends qu'elle soit concrétisée, parce que je pense que permettre aux jeunes qu'ils soient éduqués, cela va répondre à beaucoup de problèmes que nous avons liés au problème des coloniales, l'insécurité, autres soucis que nous connaissons ça et là. Donc, on doit continuer à former notre population pour qu'elle soit justement responsable. Et l'autre question, donc, il y a beaucoup de projets. Il y a l'autre projet que j'ai beaucoup aimé lors de justement la présentation du projet de Félix Tshisekedi pour les prochaines années, c'est par rapport à l'emploi. Vous connaissez qu'on met des jeunes Congolais ici, ont la qualification, ont des compétences, mais justement, n'ont pas de boulot. Donc, on doit justement renforcer la question de l'entrepreneuriat, permettre aux Congolais d'avoir des moyens pour entreprendre et permettre à ceux qui seront entrepreneurs d'en engager d'autres pour que les plusieurs jeunes Congolais aient de l'emploi. Et je crois que si ces choses sont réalisées, si toutes ces choses sont faites, je crois que le deuxième mandat va vraiment être à l'image de ce que nous avons de Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup d'espoir. Nous n'allons pas perdre d'espoir. Nous lui avons accordé un second mandat, nous, peuple congolais, parce que nous croyons en lui, nous croyons en ses ambitions. Nous allons l'accompagner par cela pour que cela soit fait. Michel Naoué, j'ai un commentaire rapidement sur ce qu'il vient de dire avant de revenir sur cette question. Je pense par rapport aux défis, avant de pouvoir, n'est-ce pas, commenter sur ces sujets, pour revenir un peu sur le sujet des élections, parce que ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que la Cour constitutionnelle pourrait se prononcer sur le législatif le dimanche ici, et j'appelle ici les agents de la CENI, j'appelle le président de la CENI à pouvoir être vraiment regardant
ce qui s'est passé au niveau de la circonscription de Lukunga. Nous voulons pas, parce que c'est une circonscription, on le sait bien, c'est une circonscription le plus risquée de la ville de Kinshasa. Nous avons des candidats qui ont vraiment battu campagne et ils ont fait des voix. Je vous ai parlé de l'honorable Gilles Banze Moulongo qui a fait des voix. Vous trouvez dans des bureaux de vote où il avait eu c'est une question plus de 100 voix, à cœur, hein. plus de 100 voix. Alors que, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. Apparemment, le directeur de campagne est en train de continuer son travail. Nous avions dit ici que ces candidats, n'est-ce pas, qui est de progressistes de l'ancien premier ministre Sami Badi Banga, ces candidats a fait beaucoup de voix au niveau de la Lukunga et nous savons très bien ce qui se trame autour des autres candidats véreux qui sont bien sûr veulent exploiter leur influence d'être ministre ou mandataire pour pouvoir triquer les élections au niveau de la circonscription de Lukunga. Alors nous appelons beaucoup de voix. Nous appelons vous avez des PV. Nous appelons parce qu'il y a des PV. Nous avons des PV. Nous avons des PV qui attestent aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'honorable Gilles Banze Moulongo a gagné les élections au niveau de la proclamation de Lukunga. Alors je pense que ici c'était une question. Vous êtes revenu sur ça plusieurs fois. Je referme la parenthèse okay. pour appeler, n'est-ce pas, la CENI à pouvoir être regardant sur ce qui s'est passé, notamment à la circonscription de Lukunga. D'accord. Alors revenons sur le sens des défis qui attendent Tshisekedi pour les 5 prochaines années. Par rapport aux défis, je pourrais dire, encore faut-il souligner, il y a d'abord l'aspect de la cohésion nationale. Ok. D'accord. Nous savons très bien que Dolph, il a voulu commencer par la sécurité. La cohésion nationale, parce que moi, j'analyse les choses de manière globale. D'accord. Je sais très bien qu'il y a eu Donc pour vous, la priorité n'est pas la sécurité. Il y a des foyers. Non, c'est une sécurité. C'est très important la sécurité. J'ai dit, j'analyse les choses de manière échelonnée. Okay. De manière échelonnée, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, si nous avons, n'est-ce pas, voulu tomber dans ces histoires de guerre civile parce que le chef de l'État a été aussi regardant. Les services de sécurité n'ont pas voulu que le Congo, n'est-ce pas, tombe dans cette histoire, dans ces pièges-là. Vous avez vu l'appel à l'incitation à la haine au niveau du Katanga. C'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Alors c'est comme ça ici, j'ai dit, les défis pourraient commencer par la cohésion nationale. Il faudrait que le chef de l'État, parce qu'il a dit il est le président, pas seulement de ceux qui l'ont voté, même de ceux qui n'ont pas voté. Alors le président doit pouvoir, n'est-ce pas, réunir tous les fils et filles de la République, n'est-ce pas, pour pouvoir voir dans la même direction. Parce que tout ce que le chef d'État peut faire, s'il n'a pas l'accompagnement, n'est-ce pas, des autres, ce ne sera pas important. Alors, nous voulons que le chef de l'État travaille sur la cohésion nationale. Le chef de l'État doit travailler sur la sécurité. Et la sécurité, ici, je mets en garde le fugitif Corneille Nangaa. Vous êtes en train de voir ce qu'il est en train de faire au niveau de l'Est. Il s'est rallié. On parle du fugitif, du rebelle, un sourire Dolph Daye. Il s'est rallié aux tueurs de la République, le M23. Vous savez que le M23 qui agit sous couvert du Rwanda. Donc, c'est un monsieur, n'est-ce pas, qu'il faut tout de suite, n'est-ce pas, ça sera la première action que le chef d'État doit pouvoir faire pour plaire d'abord à la population, notamment de l'Est, c'est de pouvoir mettre la main sur Corneille Nangaa. Si c'est pas possible qu'on émette un mandat d'arrêt international, parce que ce monsieur-là s'est permis de défier la République, défier l'autorité de l'État. Donc par là, je pourrais aussi revenir, en termes de cohésion nationale, de sécurité. Je parle de la sécurité. Ici, je pourrais mettre un point sur ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau de l'enseignement. Je vous dis, le chef de l'État, c'est vraiment un chancelier de l'enseignement supérieur universitaire. Vous avez vu comment l'IPEN a été transformé. On se croirait à une université des États-Unis ou de la France. Vous parlez sur cette de l'université où vous donnez cours. Oui, nous voulons que le chef de l'État, n'est-ce pas, continue sur cette lancée-là, n'est-ce pas, qu'il y ait des infrastructures dans toutes les grandes universités. Parce que quand on construit bien la nation par l'éducation. Et cette éducation doit passer par des conditions. Vous savez, quand on enseigne à des conditions qui sont idoines, ça facilite aussi l'assimilation, l'apprentissage des étudiants. Alors, je voudrais que le chef de l'État veille sur ça. Déjà, sur le plan économique, on se comporte très bien. La croissance économique aujourd'hui, nous sommes à près de 2 chiffres. Ici, il faut comprendre, quand on parle de pouvoir d'achat, il faut voir l'appréciation de la monnaie par rapport à la monnaie étrangère. Nous, ici, avec le budget de 16 milliards, n'est-ce pas, qu'on a atteint, le pouvoir et la croissance économique évoluent très très bien. Et de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui au chef de l'État, c'est de pouvoir réduire le train de vie des institutions. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sont empressés pour être des députés,
pour être À des cause sénateurs. des 30 Parce qu'ils savent, Est-ce que vous savez ce qu'on Ils appelle savent- les 21-33? ils savent que les députés doivent passer de 21 000 $ à 33 000 $. Moi, j'ai dit 21-33 Et moi, je vous lui, dis- il a parlé. Compris, hein. Je ok. vous dis, il faut faire confiance au chef de l'État. Mm. Ce n'est pas un plaisantin, c'est un monsieur. La valeur de ce qu'on peut représenter comme l'intérêt général de la République. Mm. Le chef d'État ne pourra pas accepter qu'on ait des députés qui touchent 33 000 $ pendant qu'un enseignant, jusqu'aujourd'hui, un enseignant continue à croupir. Alors, Est-ce que ce vous sont des choses une aujourd'hui. petite question pour vous, rapidement, une question, et j'aimerais aussi avoir l'avis de Dolph. Michel Nawej, est-ce que vous pensez que cette histoire de 21 000 qui est passée à 33 000 a entaché les précédents mandats de Tshisekedi? Non, c'est ce que j'ai dit. Quand vous avez parlé des défis, donc ça fait partie des défis. À Le chef relever d'État pour- doit réduire, n'est-ce pas, les trains de vie des institutions. Ok. Nous avons un Dolph, budget, s'il vous vous plaît. aussi, vous êtes d'accord qu'on le Je dois réduise? finir par là. Nous avons un budget aujourd'hui, n'est-ce pas, un budget dont 70%, n'est-ce pas, est alloué à la prise en charge des institutions de la République. Ce qui n'est pas du tout normal. Il faudrait que les chefs d'État réduisent le nombre du gouvernement. On ne peut pas avoir un gouvernement de plus de 60 membres. Un gouvernement pléthorique. Un gouvernement pléthorique qui ne sert à rien. Il faudrait réduire le nombre de gouvernements. On peut même avoir un gouvernement de 40 ministres, ça peut passer. Il faudrait aussi penser au renouvellement de la classe politique. Je vois ici mon jeune frère. On peut aussi, peut-être pourquoi pas avoir des ministres qui ont aujourd'hui 25 ans, 26 ans, avoir des ministres de 32 ans. Pourquoi pas seulement des ministres de 60 ans, de 80 ans. Donc il faudrait penser au renouvellement de la classe politique pour que le chef de l'État ait en soi, n'est-ce pas, derrière lui, une nouvelle classe politique qui l'accompagne dans sa vision pour qu'en fait, en 2028, il ait quoi à dire au peuple congolais qu'il a voté à 73%. Très bien. Dolph, vous êtes d'accord qu'il faudrait réduire les trains de vie des institutions, renouveler la classe politique rapidement? Mais s'il vous plaît, je pense que la population qui ne doit compter sur la rigueur du chef de l'État lors de ses seconds mandats. Rassurez-vous qu'aucun député ne sera payé avec 33 000 $. Il y a beaucoup de Qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure? Je vous l'ai dit par rapport à la sérénité et encore la rigueur que nous avons sentie même dans le chef de l'État. Si vous l'avez suivi durant toute sa campagne, encore moins. S'il vous plaît, par rapport à ce qu'il dit, qu'est-ce qui vous rassure? Je peux vous dire que le budget, n'est-ce pas, qui avait été voté à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, l'exercice, parce que l'exercice du budget, c'est 1+1. Donc, ce budget doit être commencer la consommation au mois d'avril. Ce qui est vrai, le chef d'État sera investi les 20. Avant, n'est-ce pas, l'application de ce budget-là, c'est tout à fait normal qu'il puisse revoir tout ce qui avait été édicté dans cette loi. Vous avez fini ce que vous étiez en train de dire, 30 secondes, et puis on va aller. Exactement. Donc, comptez sur les chefs d'État par rapport à cela. Comme vous avez parlé de la rigueur. Bien sûr, parler de la rigueur parce que je vous l'ai dit, le chef de l'État, je crois qu'il en a aussi suffisamment appris de son premier mandat. Il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées, notamment par rapport à cette question je pense même la batterie très fournie des membres du gouvernement, la batterie très fournie même au niveau de certains services publics. Ce sont des choses que nous allons très rapidement corriger lors de ces seconds mandats. Et sur cela, je vous dis de compter sur la rigueur du chef de l'État. Et nous n'avons pas envoyé ces gens-là d'être candidats pour qu'ils espèrent être payés 33 000 $. Non. Si on est candidat député parce qu'on veut servir le peuple. Et je crois que peu importe le montant qui sera fixé pour leur salaire, cela ne dérangera pas du tout leur mandat. Et rassurez-vous, cela n'est pas encore reconnu par les chefs de l'État et nous allons les savoir par rapport au budget qui sera fixé. Très bien. Alors, on n'a plus que 5 minutes, on va aller très vite. Une petite question, qui sort des propos d'un ancien ministre des Sports et bien sûr actuel sénateur. On parle de Denis Kambaï qui pour lui demanderait, parlant bien sûr de ces prochaines années de Félix Tshisekedi à la tête du pays, au cas où, il faut encore le souligner, la Cour constitutionnelle validerait les résultats, les 73,3% sortis par la CEI. Bien sûr. Alors, est-ce que pour Denis Kambaï, il faudrait prendre la gouvernance de Matata Ponyo comme exemple? Lui, il demandait des comptes à rendre, évidemment, au ministre. Est-ce que vous adhérez à cet avis? Je crois que ça fait partie des volontés que le chef de l'État avait déjà fait montre lors de son premier mandat. Cela est parti de membres du gouvernement, même de gouverneurs. Justement, cette sorte de troïka stratégique. C'est très important. Je crois que nous avons les devoirs d'apprendre aussi, de passer. Le premier ministre Matata Ponyo, c'est vrai qu'il n'était pas parfait, mais ça fait partie des meilleurs premiers ministres de notre pays. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre justement de sa gouvernance. C'est le discours que vous ne sortiez pas pendant la campagne électorale, cher Dolph. Reconnaissant comme ça les prouesses d'un Matata Ponyo aujourd'hui opposant.
Non, je reconnais le prouesse du Premier ministre Matata Mponyo. Opposant face à Félix Tshisekedi, je ne pense pas que c'était une offre qui valait mieux que ce que nous propose Félix Donc pour vous, Tshisekedi. vous pensez que c'est aussi important de recourir dans le passé pour essayer de tirer de mieux dans ce qui a Nous été avons notre l'obligation pays. de recourir dans les passés, non seulement pour le cas des Matata Mponyo, mais pour d'autres cas importants, ou encore des excellents cas que nous devons justement nous servir, que nous avons utilisé justement comme bon exemple. Okay. Et cela est pour le gouvernement, même au niveau des gouvernements provinciaux ou des gouvernements, nous devons justement continuer avec la volonté qu'avait déjà fait montrer Félix Tshisekedi. Rapidement, votre avis aussi. Moi, je vais tout de suite réfuter tout ce que mon co-débatteur a parlé sur Matata. Moi, je vous dis, il ne faudrait pas tout de suite suivre cet attirail. Sur le plan Rapprochez votre micro de votre bouche. Cet attirail qu'avait Matata pour essayer de donner l'impression que les choses allaient pour le mieux. Je vous dis aujourd'hui que sous Matata, c'était juste que Matata avait le soutien du président de la République et aussi il n'avait pas de compte à rendre à son parti politique qui était le PPRD. Vous avez vu comment Matata s'est permis, n'est-ce pas, de se construire à lui seul cette université l'X pendant que le pays n'a pas bénéficié pendant son mandat de ce genre d'infrastructures. J'ai été à Kindu, j'ai vu l'université, je me suis dit, cette université sous Matata, vous pouvez me dire là où on pouvait avoir ce genre d'université en République démocratique du Congo. Le monsieur s'est enrichi sur le dos des Congolais. Et pour vous, c'est pas un modèle d'excellence à prendre? Non, je peux vous dire. C'est ça la question. Je parle d'attirail pour montrer, parce qu'aujourd'hui, il y a l'impression, quelqu'un peut donner l'impression d'avoir bien fait les choses, mais en réalité, il ne l'a pas fait. Parce que je vous dis ici que Tshisekedi, par rapport à Matata, on peut seulement comprendre que cette histoire de la Covid, n'est-ce pas? Mais aussi cette histoire de la guerre. Non, la guerre. Non, c'est pas question d'excuses. Mais nous, quand on analyse la politique, plutôt la politique économique notamment, il faut partir de droits comparés. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs a un impact sur ce qui se passe à l'interne. Alors, pour finir avec ce que Denis Kambaye a préconisé, moi je pense que ça s'est fait aussi aujourd'hui. Le chef de l'État, c'est toute la semaine qu'on a le Conseil des ministres. Nous, quand j'étais conseiller du ministre des Transports, on préparait tout ce que le ministre des Transports pouvait dire pour faire avancer son secteur. Donc, je pense que le chef d'État le fait déjà bien. C'est chaque fois qu'il a contact avec ce ministre. À ce qui a été fait dans le passé. Voilà. Merci, on a compris. Merci, monsieur Michel Naoué et bien sûr Dolph Ndaye d'avoir répondu à notre invitation. On est arrivé à la fin. Je vais vous laisser 30 secondes à chacun. Tout en regardant votre co-débatteur, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez lui? Je rappelle qu'on a eu beaucoup d'élégance tout au long de cette émission. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon chez lui? C'est par là qu'on va Ce que j'ai trouvé de bon chez lui, c'est son calme. J'ai vu qu'il a un calme. Et moi, ce que j'ai trouvé de bon. Parce que moi, je vous avais dit, j'étais très, très déterminé à trouver quelqu'un de Fayoulou ici ou quelqu'un pour que je sois à l'aise. Mais là, je n'étais pas à l'aise parce que je me suis retrouvé avec un co-débatteur qui est tout à fait très docile, je pourrais dire ainsi. Très bien, rapidement. Dolph Ndaye fini. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans le chef de Michel Naoué? La pertinence des arguments. Je vois qu'il n'allait pas dans tous les sens. Il répondait aux questions telles que vous les posez. Et je crois que les téléspectateurs ont beaucoup appris de ces débats. Très bien. Merci beaucoup à vous surtout de nous avoir suivis. C'est comme ça que nous finissons ce débat contradictoire. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Dans l'autre temps, restez à l'affût des informations sur votre chaîne, celle-là même de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Au revoir.